Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo ruche. Aujourd'hui on va parler des traitements, plus particulièrement des traitements anti-varroa avec l'Apivar, parce que c'est le traitement que moi j'utilise et c'est celui que je connais. Voilà, et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'Apivar. Alors pas parce que je suis sponsorisée par Apivar, hein, pas du tout. C'est parce que je vous parle de quelque chose que je connais, que je maîtrise, que j'utilise depuis des années chez moi. Donc ça fait 8 ans que je fais de l'apiculture. Et c'est à mon sens une des molécules qui fonctionne le mieux, à savoir l'amitrase. Alors dans ce traitement, l'amitrase, la molécule active, elle est imprégnée dans une lanière de plastique et elle va être relarguée tout au long de la pose du traitement. Alors je sais bien que l'Apivar, tout le monde ne l'utilise pas, certains utilisent d'autres traitements. Bon, moi voilà, je vais vous expliquer le traitement que j'effectue moi. Je ne vais pas parler d'un traitement que je ne connais pas. D'ailleurs, pourquoi pas noter dans les commentaires ce que vous mettez, ce que vous utilisez comme traitement. Ça permettra d'avoir une idée de ce que les gens utilisent le plus. Alors, s'il vous plaît, ne me notez pas quand même dans les commentaires que vous mettez du thym dans l'enfumoir et que du coup vous n'avez pas de varroa. C'est complètement illusoire de pouvoir imaginer ou croire qu'un bâton de rhubarbe ou du thym dans l'enfumoir, ça va tuer vos varroa. Si on veut avoir des colonies en bonne santé, il faut être capable de mettre de l'argent là-dedans, de l'argent dans les traitements, quoi, même si ça coûte cher. Donc désolé, je vais peut-être pas me faire des amis, mais moi j'ai créé cette chaîne pour vous parler de la réalité des choses, de la réalité de l'apiculture, et donc je vais pas vous dire sur cette chaîne que en mettant du thym dans l'enfumoir vous n'allez plus avoir de varroa. Ça c'est complètement faux. Voilà, allez c'est parti, je vous montre tout de suite en image comment je fais pour les préparer, les Apivars, pour que ce soit plus simple pour travailler sur le rucher. Allez, c'est parti. Encore et toujours opération Apivar. J'ai l'impression de ne faire que ça en ce moment. J'en peux plus. On a déjà fait pas mal. Regardez. Tout ça, c'est mes emballages vides. Et là, c'est ce qu'il faut encore faire aujourd'hui. J'ai l'impression de ne faire que ça en ce moment. Mais bon, il le faut pour le bien de la colonie. Alors, je vais vous expliquer comment on prépare les Apivars. Donc moi, forcément, il faut mettre des gants, hein, puisque c'est un produit qui est nocif par contact. Donc je mets des gants. Bon là, c'est des gants en nitrile. Et ce que je fais donc, c'est que, bon, ouverture du paquet, je les assouplis un petit peu avant de les enlever. Voilà. Donc je les assouplis un petit peu dans l'emballage parce qu'ils ont la fâcheuse tendance à se coller les uns aux autres. Et c'est un contact de moins que je fais avec mes mains puisqu'ils sont encore dans l'emballage. J'essaye de me préserver au maximum. Parce que des Apivars, j'en passe pas mal. Donc, si on peut se limiter un peu, c'est que mieux. Ensuite, il faut les découper. Donc ils sont pré-découpés hein, déjà au milieu. Donc voilà, il suffit de les couper en deux. Donc des fois, c'est un peu difficile. Il suffit juste de tourner et de faire de l'autre côté. Donc dans un paquet d'Apivar, il y a 10 lanières. Et dans une ruche, on met 2 lanières. C'est-à-dire qu'un paquet d'Apivar, il va vous traiter 5 ruches.
Dans une ruchette, on ne met qu'un seul apivard. Donc si vous avez des ruchettes, un paquet d'apivars vous servira pour 10 ruchettes. Et puis pour les nucléis de fécondation, ceux que j'utilise, donc c'est des nucléis de os. C'est des nucléis en os, en ossette plutôt. Du coup, pour qu'il y ait le maximum de surface de contact avec le couvain, ce que je fais, c'est que je les coupe en deux, moi, les apivars. Je vais les couper ici, je les coupe au ciseau, hein, ça se coupe super bien, c'est du plastique, en deux. Dans la deuxième partie, donc je le fais pas devant vous parce que je l'ai déjà fait et je l'ai pas filmé. Donc ils sont coupés ici en deux au milieu, et dans la deuxième partie ici, après je vais finir par les séparer et je les troue avec une perceuse. C'est pareil, ça se fait aussi tout seul. Un apivard c'est du plastique, hein, donc on peut faire ce qu'on veut avec, à peu près si on veut. Et voilà. Ensuite, j'utilise des cure-dents. Voilà. Mon cure-dent, je le casse en deux. Et par l'extrémité la plus fine, du côté des picots, on va dire, je le passe dans le trou de l'apivard. Hop. Voilà. Et je les prépare comme ça à l'avance à la maison. Donc j'ai un seau pour les mettre. Donc, voilà mon petit seau à apivard, il me sert qu'à ça. Hein. Et donc je vais tous les préparer comme ça avant de partir aux ruches. Alors pourquoi je les prépare comme ça avant de partir? Parce que bah, déjà ça me fait gagner du temps sur le rucher, hein, ils sont déjà faits avant de partir. Et aussi parce que je ne veux pas mettre de molécules d'amitrase sur mes gants de travail. Donc aux ruches, je ne les tiens que par le cure-dent. Et en les tenant par le cure-dent, ça m'évite de mettre de l'amitrase sur mes gants de travail. Ceux-là, je m'en moque parce que je les jette, donc ils sont à usage unique, je fais ça et je les jette. Et mes gants de travail ne seront pas en contact avec mon amitrase. Alors, gants de travail, lève-cadre, enfumoir, ça il faut y penser aussi, parce que bah forcément on touche tout avec nos mains, hein. Les toits de ruche, la poignée du véhicule, patati patata. Donc, bah, si on peut se préserver un petit peu, c'est que mieux. Donc alors, il y a également une autre façon de mettre l'apivard, c'est de se servir de cette petite découpe ici. Alors moi je ne le fais pas et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que cette découpe, donc lorsque l'apivard il est posé sur le cadre avec cette pré-découpe, hein, donc il tient ici sur ce cadre et puis il est appuyé. Alors pas vraiment appuyé sur l'autre cadre parce que c'est pas un plastique très souple. Bon, il est souple, hein, voilà, mais il n'est pas super souple. Du coup, alors j'aime pas du coup me servir de ça pour plusieurs raisons. Parce que la première raison, c'est qu'il y a une très grande surface de contact avec le couvre-cadre. Donc tout ça, c'est appuyé contre le couvre-cadre. Et quand on ouvre la ruche pour retirer les apivars ou pour les bouger, comme la surface de contact avec le couvre-cadre elle est trop grande, ça arrache les apivars. Les apivars ils suivent le couvre-cadre et ça arrache les apivars. Alors j'aime pas trop parce que vous pouvez tuer des rennes en faisant ça. Hein. C'est forcément entre les cadres ça va coulisser. Si la reine elle est là, ça va pas lui faire du bien. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que en les mettant comme ça, eh bien on réduit encore la surface de contact. Donc je rappelle que l'apivard ça marche avec par contact sur les abeilles. Donc toute cette partie là, vous voyez, là je l'ai posée avec la petite pointe là prédécoupée. Et bien toute cette partie là elle sert à rien. Hein. Voilà. Et du coup l'apivard, eh ben, il va pas au bout de mon cadre. Voilà. Donc je vais traiter efficacement
dans mon cadre que cette partie-là de... Bon, alors bien sûr, il faut mettre au milieu du cadre. Voilà. Je vais traiter que cette partie-là. Donc ici, il y a du miel. Donc je vais traiter que cette partie-là de couvain. Ben, ça fait pas beaucoup. Que si je mets mon cure-dent ici, dans ce petit trou, et ben regardez toute la place que je gagne de ça, je gagne ça. Alors c'est pas beaucoup, ça fait 2 cm. Mais bah 2 cm, c'est 2 cm. Voilà. Et c'est plus pratique du coup avec le cure-dent, donc il pend comme ça entre les cadres. Et quand vous allez lever votre couvre-cadre, l'apivare il vient pas avec. Enfin, l'apivare il va venir de temps en temps avec, mais bon, c'est rare. C'est beaucoup plus rare que si on le posait comme ça, comme ça appuyé sur la tête des cadres, quoi. Voilà. Donc l'apivare, c'est une molécule qui agit par contact. Ça veut dire que l'apivare, il doit être posé au milieu du couvain. Donc pas sur le côté du cadre. Enfin, si votre couvain il est décalé, parfois ça arrive que les rennes qui pondent pas beaucoup, le couvain il est un petit peu décalé vers le devant ou vers l'arrière. Il faut essayer de visualiser avant de mettre les apivars où se trouve votre couvain. Si on a un gros couvain étalé sur tout le cadre, bon bah c'est super, on met l'apivare bien au milieu. Si par contre votre couvain il est un petit peu décalé vers la droite ou vers la gauche, il faut le savoir avant. Et il faut bien mettre votre apivare pile au milieu du couvain. Et puis après, il faut savoir aussi que les apivars ils se déplacent. Parce que votre couvain il se déplace aussi. Et puis aussi les abeilles, quand l'apivare il est posé comme ça entre deux cadres, les abeilles elles vont supprimer le couvain qui est là parce qu'elles n'ont pas la place pour passer, parce que la reine n'a pas la place pour pondre. Donc au bout d'un cycle de couvain, eh ben, tout ce qu'il y a autour de votre apivare, il n'y a plus de couvain, donc ça n'a plus d'intérêt. Donc l'apivare il faut l'enlever et il faut le redéplacer et le remettre à un autre endroit où il y a du couvain. Donc ça, faut pas oublier de le faire. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le déplace, mais c'est préconisé de le déplacer pour suivre les déplacements de couvain. Alors je rappelle que le varroa c'est la menace première pour votre colonie. Quoi qu'on en dise, quoi que les médias en disent, oui, les pesticides dans les champs ça a un impact sur la mortalité des abeilles, mais bien plus faible par rapport à celui du varroa. Clairement, le varroa, c'est la cause première de perte de colonies, pas en France, dans le monde entier. Donc on ne fait pas l'impasse sur les traitements anti-varroa, c'est super important. Voilà, mes apivars sont finis. Donc on ne fait pas l'impasse sur les traitements anti-varroa, c'est super important. Alors, en fait, je rappelle qu'il ne faut pas se dire « je ne vois pas de varroa sur mes abeilles, donc j'ai pas de varroa dans ma ruche ». Non, c'est complètement faux. Le varroa, il y en a. Ne me dites pas « vous avez une colonie VSH ». Non, vous avez du varroa dans votre ruche. C'est clair, le VSH, c'est le truc idyllique que tous les apiculteurs espèrent. Peut-être qu'on y arrivera un jour, mais pour l'instant, c'est pas le cas. C'est pas parce qu'on ne voit pas le varroa sur les abeilles qu'il n'est pas présent. En fait, quand on voit du varroa sur les abeilles, c'est que c'est déjà trop tard. Ça veut dire que la colonie, elle est déjà tellement infestée que vous voyez du varroa sur les abeilles. Donc quand vous voyez un varroa sur les abeilles, 2 ou 3 varroas, pour ma part, ça m'est déjà arrivé. Je peux vous dire que quand on commence à voir du 3 varroas sur les abeilles, c'est trop tard, la colonie elle est morte. Vous pourrez faire ce que vous voulez, vous ne saurez pas la rattraper. Voilà. Je suis désolée de le dire, mais c'est la réalité, de la vie de l'abeille, quoi, malheureusement. C'est comme ça. Il y a aussi une chose à prendre en considération, c'est que pour les yeux non expérimentés, c'est aussi difficile de voir du varroa sur les abeilles. Ça, il faut aussi l'assimiler. Moi, je les vois, mais tout le monde ne les voit pas, comme tout le monde ne voit pas des œufs au fond des alvéoles. Ça, c'est propre à chacun. Et aussi, faut pas non plus s'arrêter à se dire j'ai du varroa quand mes abeilles sont des ailées. C'est pareil en fait. Du varroa, il y en a
quand vos abeilles elles sont dézélées, c'est que c'est déjà trop tard en fait. Le varroa, il est planqué dans le couvain, donc forcément que vous n'allez pas le voir. Déjà, il ne faut pas se poser la question de se dire ma colonie, est-ce qu'elle est infestée, est-ce qu'elle n'est pas infestée. La colonie, elle est infestée, ça c'est clair. On retire ces os. Alors moi, dans ma région, les os d'été, on les retire le 14 juillet. Ça, c'est propre à chaque région de France, je vais dire. Mais chez moi, dans tous les cas, aux alentours du 1er août, les colonies, elles sont traitées. Ça, c'est clair et net. Pourquoi pas mi-juillet? Alors ça dépend des années, ça dépend de l'infestation. Parfois il y a des années où l'infestation est très très forte. Parfois l'infestation est un peu moindre. Donc quand c'est des infestations très fortes, j'enlève les os, je mets un apivard direct. Si c'est pas le cas, je laisse la colonie se refaire des réserves en miel, etc. Je laisse la colonie tranquille et je traite à partir du 1er août. Il ne faut pas non plus traiter trop tôt parce que il ne faut pas que la colonie se fasse réinfester de varroa. Les apivars, ils travaillent sur le long terme. Plus vous mettez tôt vos apivars, plus vous allez les retirer tôt. Donc si on peut décaler un tout petit peu mi-août, début août, pardon, c'est bien. Ça fait encore gagner 15 jours. Voilà. Pas plus tard, quoi. Début août, 15 août, c'est le dernier délai, quoi. Si vous traitez en septembre, une année où quand c'est une année à une infestation moyenne, ça va passer. Année à infestation forte, votre colonie, elle survivra pas l'hiver, quoi. Donc il faut vraiment pas traiter. On retire les os, on traite. Il faut pas se prendre la tête. Aussi une autre chose, il faut traiter quand votre colonie, lorsque votre colonie elle a beaucoup de réserves de nourriture. Pourquoi? Parce que si votre colonie n'a pas beaucoup de réserves de nourriture, il y a plus de place sur le cadre, le couvain va s'étaler, et donc il y a plus de couvain, donc il y a plus de varroa dans le couvain. C'est une logique implacable, si on peut dire. Si vous nourrissez, si vous remettez du nourrissement, si vos colonies sont bien chargées en miel et en réserve, le cadre il va se remplir de miel et le couvain il va se réduire. C'est inévitable. Entre guillemets, il y a moins de varroa dans le couvain puisqu'il y a moins de couvain et du coup il y a plus de varroa sur les abeilles, ce qu'on appelle les varroa phorétiques. Pause. Bon, c'était pas clair mon explication, donc on m'a toujours dit un petit schéma vaut mieux qu'un long discours. Alors on va la refaire, mais avec des photos cette fois-ci, ça sera plus parlant. Alors voilà ce que je vous mets ici comme photo. À gauche, on a la photo d'un cadre de couvain avec un peu de provision. On a une autre photo à droite avec un cadre qui possède beaucoup plus de provision. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer la superficie du couvain qu'il y a sur le cadre de gauche. Voilà. Et maintenant, la superficie du couvain du cadre de droite. Voilà. Et là, on peut constater que forcément, il y a beaucoup plus de couvain. Le couvain est beaucoup plus étalé sur le cadre de gauche que celui de droite. Et donc, en supposant que les deux colonies sont infestées par le varroa de la même manière, on peut dire donc de manière mathématique qu'il y a plus de varroa dans le couvain de gauche que dans le couvain de droite. Et donc, comme ces deux colonies, si on suppose qu'elles sont infestées de la même manière, dans la ruche qui se trouve à gauche, il y aura beaucoup plus de varroa dans le couvain, moins sur les abeilles. Et dans le cadre dans la colonie de droite, dans le cadre de droite, il y aura beaucoup moins, entre guillemets, de varroa dans le couvain et donc beaucoup plus de varroa sur les abeilles. C'est ce qu'on appelle les varroas phorétiques. Et donc, si on avait à traiter ces deux colonies, eh bien, le traitement serait plus efficace sur la colonie de droite, étant donné que les varroas sont sortis du couvain, qu'ils sont sur les abeilles, et donc le traitement sera plus efficace. C'est à peu près la même chose que pour les traitements d'hiver à l'acide oxalique qu'on fait hors couvain. Forcément, s'il n'y a plus de couvain, il n'y a plus de varroa dans le couvain, et donc tous les varroas se retrouvent sur les abeilles. C'est à peu près le même principe ici pour le traitement à l'apivard. Voilà, désolé pour cette parenthèse. Allez, on reprend la vidéo.
Donc on va encore gagner ça au niveau du traitement. Donc pour le traitement, on ne traite pas trop tard, 1er août, mi-août. Alors ça dépend des régions de France, mais bon, si on peut gagner un petit peu de temps, c'est bien. Première chose, on ne traite pas pendant les miellées, hein, ça je ne l'ai pas dit, mais c'est évident, hein. On ne traite pas s'il y a la hausse au-dessus de votre ruche, hein. On ne traite pas. On ne traite pas des cadres dans lesquels on va manger le miel par la suite, quoi, hein. Les cadres qui vont contenir du miel, ils ne doivent pas être en contact avec la mitrasse. Même si c'est pas collé dessus, la molécule, elle voyage, hein, dans la ruche, hein. La cire, elle absorbe tout. Donc les hausses, bien sûr, elles sont retirées avant, hein. J'ai peut-être pas forcément précisé, mais c'est super important. Donc je répète, du coup, on traite assez vite, 1er août, mi-août, maxi, si on peut. On traite lorsqu'on a les miellées terminés, donc lorsqu'il n'y a plus de hausse sur la ruche. Et on essaye, dans la mesure du possible, ça va décupler la puissance de votre traitement, de bien nourrir la colonie pour que le couvain il se resserre au maximum et que donc il y ait plus de varroa phorétique sur l'abeille. Du coup, il y a plus de contact avec la molécule et le traitement va être plus efficace. Voilà, ça il faut l'avoir en tête, il faut le retenir. Voilà, allez, j'ai fini mes apivars, je m'en vais traiter mes colonies. C'est parti. Alors voilà ce que ça dit. Hop. Alors moi c'est la deuxième fois que je les bouge. On pourrait les mettre, j'aurais pu les mettre ici et là, hein. En fait ça dépend de la force de la colonie. Il faut toujours qu'il y ait un intercadre entre deux, et c'est bien aussi qu'il y ait du couvain des deux côtés de la lanière pour qu'elle soit forcément plus pour qu'elle fonctionne forcément mieux, quoi, qu'il y ait plus de contact. Donc il faut qu'il y ait du couvain de ce côté-ci et de ce côté-là, et là pareil, de ce côté et de ce côté. Et il recommande de laisser un cadre vide ici pour qu'il y ait plus de surface de contact. Donc ici on peut imaginer que cette lanière-là, elle va faire un cercle comme ça ici, et puis celle-là un cercle comme ça là, ce qui va me donner à peu près quelque chose comme ça, hein, au niveau de la superficie de traitement. Donc voilà, c'est à peu près ce que je veux. Voilà. Bon, je vais pas tous vous les filmer, hein, parce que bon, y en a quelques-unes à faire. Ça serait pas intéressant. J'espère que vous avez compris l'idée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.